Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider, le dernier point de marché de la semaine. Pour rappel, donc il n'y a pas de closing bell ce 22 juillet, pardon. Donc on va faire le job aussi de la closing bell. Je vais assez largement vous parler de la semaine prochaine. Dans le Wall Street Insider, on parle des marchés actions américains, des entreprises américaines, du dollar US et de la réserve fédérale. Concrètement, c'est l'objet du webinaire. Après, les questions-réponses permettent d'ouvrir sur d'autres actifs, mais c'est à vous de préciser dans le chat ce que vous souhaitez que j'aborde, sinon je n'irai pas balayer tous les marchés, ça prendrait trop de temps. Alors, trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Les marchés actions américains et leur record historique étonnant marché actions US, surtout lorsqu'on les compare aux actions européennes, depuis le point bas du Brexit qui au final sur le plan technique était un piège baissier sur les indices US, je vais aussi rappeler le principe du piège technique et du contre-pied qui suit, ont repris pas loin de 10%, donc finalement le vote des Anglais a créé une envolée du marché, une phase de rallye inattendue, sauf si on la rapproche de la macro et de la micro US. La macro, c'est l'environnement statistique toujours aussi solide aux États-Unis. Et la micro, ce sont les résultats trimestriels des entreprises américaines au second trimestre. Elles sont une centaine à avoir publié dans l'indice S&P 500 et à 80%, elles dépassent les attentes du marché. Alors, je vais donc en effet évoquer le cas de l'or et de l'argent pour répondre à la question de visiteur. Dites-vous bien une chose, cette séance elle est calme, on va parler du taux de change USD-CAD puisque des statistiques ont été publiées à 14h30 au Canada et concrètement elles sont largement supérieures aux attentes, notamment les ventes au détail dans le secteur automobile, donc c'est un secteur cyclique et donc il a une dimension avancée. Et le régime des prix mesuré par le taux d'inflation à la consommation qui aussi dépasse les attentes du marché ou est plus ou moins en ligne pour l'inflation dite sous-jacente. Alors celle qui exclut les éléments volatiles est notamment le prix du pétrole. Alors, l'indice S&P 500, on passe en plein écran. Et non, ils ont disparu les graphiques. Donc attendez, je vais les recharger. J'arrive, un instant. J'en profite pour poster vos commentaires. Et je recharge tout ça. Allez, c'est parti. Alors, l'indice S&P 500, donc, depuis la séance du 12 juillet, donc 10 jours maintenant, établit de nouveaux records historiques. Il a dépassé les sommets du 19 mai qui s'établissaient à 2137 points et vaut maintenant 2166 après avoir inscrit un sommet à 2176. Ce qui est marquant dans cette phase d'avancée, c'est qu'elle n'a pas été retracée, mais en l'état, il est possible qu'elle ne le soit jamais. Le marché fait le choix à court terme de développer une phase de transition latérale, et ce type de surplace permet aux indicateurs de tendance de remonter vers les cours. Et il y a justement actuellement à Wall Street un écart à corriger, un écart excessif aux tout premiers indicateurs de tendance, notamment ici la moyenne mobile simple à 20 jours. Alors, on va étudier ensemble le cas de figure du Dow et du S&P 500. Si vous regardez le Dow depuis les nouveaux records historiques du 13 juillet, on a bien progressé. Et la séance d'hier est quand même négative, puisque pour une fois Wall Street a perdu quelques points. Une structure en avalement, et pour l'instant ça ne baisse pas davantage. Lorsque je vois la séance d'hier, j'ai quand même le sentiment qu'on va retracer. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, en début de semaine prochaine c'est possible, surtout que le marché attend la Fed mercredi prochain. Même si elle relèvera pas ses taux, c'est déjà acquis. Si elle a une approche, je dirais, optimiste de l'économie américaine, en tout cas si elle défend le développement du cycle haussier de ses taux d'intérêt qu'elle a engagé en décembre dernier, ça pourrait entraîner un retracement à Wall Street. Alors, si Wall Street devait retracer, cela serait une opportunité d'achat. Peut-on shorter pour jouer le retracement? Moi, c'est pas ma façon de faire, surtout pas en tendance haussière comme c'est le cas actuellement. Mais par contre, il faut se préparer à passer à l'achat en cas de pullback. Alors, vous avez ici le CFD US 30, il représente le Dow. Le précédent sommet historique, c'était 18
365 points, donc si le marché revient dessus en début de semaine prochaine, et vous pouvez être certain que des hedge funds notamment vont tester la gestion classique, les long only, voir s'ils veulent vraiment repayer en cas de pullback sur le précédent sommet historique, ça devrait retracer. Si on travaille l'avalement baissier d'hier à l'aide des extensions de Fibo, ça nous renvoie, mais le 0,618 nous renvoie sur les 18 375. Donc moi j'ai ce scénario là qui consiste à pullbacker et derrière à relancer. On verra. Mais lorsque je vois la séance d'hier, je me dis qu'on a peut-être là l'indication de l'amorce d'un pullback. Le S&P 500 résiste un peu mieux. Lui, il peut faire un autre choix et finalement c'est là où j'hésite parce que il y a la possibilité que les indices US se contentent de se mettre à plat, donc sous la forme d'un surplace graphique, ce que fait actuellement le S&P 500, avant de dépasser la résistance. Si c'est le cas, eh bien, je me serais trompé. Dans les deux cas de figure, le cas A ou le cas B, ça montera derrière. Moi, j'ai cette conviction parce que c'est un signal d'achat de casser des sommets historiques et de sortir par le haut d'un range vieux de 3 ans, puisque ça date depuis 2014. Y a-t-il des divergences, des éléments comme ça? Non, pas sur le RSI D1 de l'US 30, pas du SP 500. Mais si je devais faire un choix entre ces deux indices, je pense que l'US 30 a une plus grande probabilité de pullback du fait de sa composition. Donc moi j'aurais tendance à me concentrer sur le CFD US 30 et à avoir en tête ce scénario, donc un mouvement de retour sur le précédent sommet historique. Vous pouvez le tracer vous-même sur vos graphiques. Vous prenez ici les records du 19 mai 2015 et vous utilisez donc cet outil horizontal collé au plus haut au plus bas et ça vous donne du 18 365 points. Donc voilà, pour l'instant, le scénario que je vous propose pour les marchés actions américains. Le Nasdaq 100, lui, est très solide. Je pense que là aussi, on a la possibilité d'aller chercher les sommets de l'automne 2015. Pour l'instant, cet indice ne fait pas de nouveau record historique. 4737. Il y a aussi, comme pour le SP500 Lodo, la possibilité de faire un mouvement de retour en direction du premier support ici à 4590. Le temps de laisser à la moyenne mobile à 20 jours de remonter vers les cours. Donc lui par contre hier n'a pas fait un chandelier particulièrement négatif et peut simplement faire un range au-dessus du cours d'ouverture du grand corps du 20 juillet, donc ça nous donne 4613 avant de relancer. Lorsqu'on le décrypte en données 4 heures, ce Nasdaq 100, notez le rôle de la moyenne mobile à 20 heures, c'est elle qui donnera le signal. Tant qu'on est au-dessus, eh bien ça peut continuer de monter. Alors on peut aussi sur cet horizon de temps tracer un canal chartiste, voilà, au sein duquel le marché évolue, et vous avez actuellement un tout premier support en données 4 heures sur le Nasdaq 100 à 4633. Voilà, mais en tout cas, de toute façon, ce qui moi importe, c'est que ce marché prenne le temps de respirer. Ce serait très sain du point de vue de la tendance haussière. Si on continue d'empiler comme ça les séances haussières verticales, à ce moment-là, en termes de momentum, on approche des caractéristiques d'une bulle à court terme, et ça c'est jamais bon, parce que lorsque ça se dégonfle, ça fait mal, et c'est vertical dans l'autre sens. Donc au final, il est souhaitable pour la pérennité du mouvement, soit de prendre le temps de faire du surplace, et derrière de briquer, soit carrément de faire le mouvement de retour. Alors là bien sûr, je ne vous donne pas un plan de trading pour la journée, mais typiquement se préparer pour la semaine d'après, et pour la Fed notamment. J'envisage bien un lundi, un mardi retracé, et puis former un creux sur ces 18 365. De ces trois CFD, le NAS 100, le SPX 500 et l'US 30, ma préférence technique va à l'US 30. Alors, voilà pour les indices US. Les indices européens, j'en ai largement parlé ce matin et c'est parfaitement inchangé. Et je vous ai mis sur le site le plan de trading pour le GR30, où pendant 20 minutes j'ai parlé des indices boursiers européens, donc allez-y, vous pouvez aller le revisualiser, soit sous la forme d'un article sur le site, soit sur YouTube. On va parler maintenant du dollar américain, des paires majeures en dollars et de l'USD CAD pour revenir sur les bonnes statistiques qui ont été publiées tout à l'heure au Canada. Le dollar US, superbe pullback réalisé ce matin, on n'a pas pile poil testé le niveau mais là ça relance.
Donc la jambe de hausse du Brexit, la phase de transition latérale, les moyennes mobiles qui sont arrivées par en bas, qui ont permis cette semaine la cassure haussière des 12 050, ça relance. Même si la Fed ne monte pas ses taux la semaine prochaine, elle peut largement s'exprimer en faveur d'une telle action plus tard. Je vais vous remontrer ici les dates de décision de politique monétaire de la Réserve fédérale en 2016. Le 27 juillet, donc mercredi prochain, il n'y a pas de conférence de presse de Janet Yellen. Par contre, le 21 septembre et le 14 décembre, c'est prévu. Alors, soit la Fed relève ses taux le 21 septembre, soit le 14 décembre. C'est vrai que la probabilité a chuté, notamment à cause du Brexit et des événements récents, mais la macro US, elle n'a pas chuté. Et la Fed peut tout à fait agir. Il ne faut pas l'oublier. Elle a aussi une crédibilité par rapport à son approche monétaire proposée depuis décembre dernier. Et quand bien même elle ne le ferait pas, mais elle choisirait des mots le laissant entendre, ça peut soutenir le dollar US. Au-delà de ça et de cette spéculation fondamentale, techniquement parlant, au-dessus de 12 050, c'est bullish. Et j'envisage toujours que le marché atteigne cette première extension de Fibonacci. Donc j'applique un coefficient de 0,50 à la jambe de hausse du Brexit au point bas de la console latérale, ce qui me permet de viser la semaine prochaine 12 138. Alors, si ce scénario est le bon sur le dollar US, qu'est-ce qui va se passer sur les paires majeures? AUD-USD, pour l'instant pas grand chose, se met en range entre la ligne chartiste et la MM20 jours. Tant qu'elle tient la ligne chartiste, ça peut relancer, mais soyez prêts à accepter de stopper sous 74,50 avec un dollar US qui serait trop fort. USD Yen, rien de nouveau depuis ce matin, range trading, MM20 H4, MM50 H4. On casse MM50 H4, on retombera à 103,40, on repasse en hausse MM20 H4 et le marché se projette sur la BOJ et ça repart. Attention, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment acheter, surtout après le bearish, l'avalement baissier d'hier. Mais voilà, pour l'instant, il ne se transforme pas en chute. Donc, je pense qu'on aura la réponse. On aura la réponse lorsque le taux de change USD Yen aura quitté ce range délimité par ces deux moyennes mobiles intraday. USD CAD est donc un rejet sous la résistance. On en a parlé ce matin, de cette résistance. Pourquoi? Parce que le dollar canadien, donc la contrepartie ici du dollar US, est soutenu par la publication des ventes au détail et du taux d'inflation. Donc techniquement parlant, voilà, on est sous résistance, on peut parfaitement se maintenir en range. À terme, j'envisage toujours à terme, je dis bien, c'est vague mais c'est comme ça, qu'on construise un espèce de figure de creux et qu'un jour on parvienne à dépasser la résistance. Pour l'instant c'est pas le cas et techniquement ça pouvait se vendre en gérant son risque au-dessus des sommets du 11 juillet. Mais autant le dollar canadien, bon, là on voit qu'il agit à la baisse, je me méfie quand même de la force du dollar US. Mais en tout cas voilà, ce matin j'évoquais le fait que peut-être que certains traders avaient vendu la résistance. Ben, ils ont eu raison puisque là on a perdu pas loin de 40 pips depuis le test ici de l'oblique chartiste. Moi je n'en étais pas de ce scénario. Euro-dollar, décidément pas grand chose. Toujours enfermé dans un range entre le support à 1,0980 et la moyenne mobile à 20 jours. Et on est toujours en plein milieu de ce range. Donc là, je vois pas ce qu'on peut faire d'un point de vue technique. Le NZD-USD toujours sous pression. Je visais 0,70, ça a été atteint. Est-ce qu'on peut envisager d'aller plus bas? Bah, écoutez, la semaine se termine, donc je vais regarder la bougie weekly. On a cette semaine exprimé les objectifs techniques de ce bearish engulfing. La semaine dernière, il y avait un superbe avalement baissier ici sur le NZD-USD. Il a fait sa cible. Donc, sur ces niveaux de prix, on ne peut plus vendre. Par contre, on peut largement penser à prendre ses bénéfices si vous avez vendu. Peut-être que pour certains, vous n'êtes plus vendeur, puisque, en tout cas, si vous avez suivi nos émissions, c'était essentiellement pour viser 0,70 $. Alors, un point sur l'euro-yen, un point. Alors, comment peut-on connaître dans chaque indice la part des secteurs? Alors, alors, il faut pour ça une base de données, mais sinon c'est pas compliqué. Vous prenez le poids relatif de chaque action du CAC dans le CAC 40. Vous pouvez faire ça vous-même, hein. Vous prenez la valorisation boursière d'une entreprise du CAC et vous faites une fraction avec celle du CAC 40, ça vous donnera un pourcentage. Ensuite, vous savez que Société Générale c'est une banque, BNP c'est une banque, etc. AXA c'est le secteur financier, et vous sommez le poids relatif de ces entreprises qui appartiennent à un même secteur. Donc vous pouvez tout construire vous-même. Après, pour accéder aux données en direct, il faut souscrire à une base de données.
celle de Reuters, celle de Bloomberg ou d'autres. Là, c'est un certain coût, donc ou sinon faites une recherche sur Google, mais vous n'aurez pas forcément les toutes dernières chiffres. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt prendre un Excel. Vous créez sur 40 cellules, vous mettez la valorisation boursière, ça se trouve partout, ça en temps réel, tout bon site de bourse, de chaque action du CAC, vous faites la somme et ensuite vous ramenez chaque titre à la somme et vous aurez le poids relatif de chaque action. Donc ça peut se faire, hein. Ça prend 30 minutes sur Excel et c'est fait. Alors, mon avis sur l'euro-yen. Alors, c'est parti. L'euro-yen, bah écoutez, comme établi ce matin, on travaille MM50, on travaille cette ligne de tendance. J'ai pas une conviction forte, mais j'observe une stabilisation du marché. On est au même prix, ça monte pas pour autant. Je vais être obligé d'aller jusqu'au bout de la conviction. J'invalide sous 116,37. Donc si on casse 116,37, là je me serais trompé. Enfin trompé. Oui, et à ce moment-là, c'est vraiment l'avalement baissier sur les paires en yens d'hier qui prendra le dessus. Et tout ça, ça a été déclenché par Aoriko Kuroda, le gouverneur de la Banque centrale du Japon, qui a déclaré hier que l'argent hélicoptère n'était pas à l'ordre du jour. Donc bon, on verra. Pour l'instant, on est au même niveau. Alors, on va maintenant revenir sur l'US Oil et les matières premières, puisqu'on me le demande. Donc je charge la disposition sur les matières premières. Alors, les pétroles, et en effet, on travaille la moyenne mobile à 20 semaines, mais on est pile poil dessus. Donc, écoutez, moi je vais là aussi pas tricher, hein. Si je me mets en weekly, la MM 20 semaines, on est dessus, elle est haussière. On est pile poil dessus. On verra ce soir à la clôture weekly, mais moi je peux pas tricher. Et tout au long de la semaine, j'ai répété qu'au-dessus de cet indicateur de tendance, j'estimais que le marché pouvait relancer. Là, ce qui nuit énormément à l'UK Oil et à l'US Oil, c'est la force haussière du dollar américain. Regardez ce que fait l'US Dollar Index depuis l'ouverture de la session Forex américaine, à peu près il y a environ 1 heure. Ça paye du dollar US. Donc c'est ça qui exerce là une pression sur ces contrats de pétrole. Pour l'instant, en s'appuyant sur le dernier cours de clôture journalier, et là le chandelier journalier là n'est pas utilisable, on est toujours au-dessus. Peut-on encore envisager que ça tienne? Je réponds oui, en acceptant de gérer son risque quelques centimes de dollars sous l'indicateur de tendance. Parce que s'il est brisé, eh bien voilà, elle n'aura pas agi. Alors, mais voilà, moi j'ai toujours cette conviction que ça comprime, on est soutenu par l'indicateur. Là c'est pareil, ça fait un peu biseau, donc je garde, oui, pas changer d'avis, toujours le sentiment que ça peut tenir. Et là, le marché travaille le niveau. Probablement d'ailleurs des fonds spéculatifs qui attaquent l'indicateur de tendance, parce que là, pour le coup, tout le monde l'a vu. Je pense cette moyenne mobile de long terme. Donc voilà, il y a actuellement un test en cours. On verra. Mais moi, j'y crois toujours. Donc oui, j'y crois toujours. Par contre, voilà, si vous vous y intéressez et que vous payez la moyenne mobile, voilà, si ça casse, ce soir en D1, disons que sur l'UK Oil, elle est actuellement elle est sur du 45,90. Sur l'US Oil, elle est sur du 44,50. Bon, on gère son risque sous 44. Ça passe sous 44, c'est terminé, je me serais trompé. Mais là, regardez, le marché travaille, ça repaye un peu. Donc disons qu'il y a 50 centimes de risque, par contre à accepter de prendre ce risque, hein. Si on va à 42, on ne peut plus être à l'achat, hein. Voilà, mais on est pile poil dessus, donc bonne question. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Si ça vous gêne, si vous trouvez le momentum trop baissier, prenez une toute petite position, une exposition hyper réduite, et si ça fonctionne vraiment bien, la renforcer en cassure des plus hauts du 21 juillet. Et puis il y a peut-être des vendeurs qui sont dans cette dynamique de baisse depuis les 51 $. Bon bah vous, si on la brise, la moyenne mobile, vous pourrez renforcer. Bon, l'once d'or, on a énormément parlé ce matin, c'est exactement le même topo. Soit la ligne chartiste a déjà agi sans avoir été testée mais simplement approchée, j'en suis pas certain. Ma certitude, ma conviction, c'est que le jour où on ira la tester précisément, eh bien, ce sera une superbe opportunité d'achat. La séance d'hier, elle a quand même des caractéristiques positives sur le gold, mais à court terme, ce qui lui nuit, c'est le dollar US. Si Wall Street retraçait,
un peu, si Wall Street acceptait de retracer, j'ai envie de dire, ça pourrait soutenir l'once d'or. Donc là, on a toujours ces deux possibilités et on aura bientôt la réponse. Bon, pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'on tient 1320. Sous 1320, on ira rechercher l'Oblique Charty. Là, tant qu'on tient 1320, je pense qu'on peut avoir un point bas. Alors, la closing bell rapidement, même si c'est pas la séance. Vous êtes ici donc face au calendrier économique d'LIFX de la semaine prochaine. J'ai uniquement mis les statistiques à forte importance. Regardez comme c'est chargé. Donc la dernière semaine de juillet, elle est majeure. Il y a le produit intérieur brut britannique, tout un tas de statistiques d'activité aux États-Unis, la réserve fédérale, l'indice des prix en Allemagne, le taux de chômage en Allemagne, le produit intérieur brut au second trimestre de la zone euro, du Canada, des États-Unis et une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Donc voilà, énormément, euh, probablement une semaine qui sera beaucoup plus volatile et directionnelle que celle qu'on vient de vivre. Et pour l'instant, le leader incontesté sur le marché des changes reste, et je reviens dessus, le temps que ça charge. Ah bah, eh bah le PC il a bloqué. Ah non, c'est tout bon. Alors un instant, ça mouline un peu, je sais même pas si vous m'entendez. Le leader incontesté, et je terminerai sur ce graphique. En fait, il n'y a pas de closing bell aujourd'hui parce que je serai on organise une journée en immersion régulièrement chez FXM France. Donc je reçois des clients d'FXM à l'heure de la closing bell et Monsieur Logadana est en vacances. Il reviendra mardi prochain. Et donc je termine sur ce graphique. Pour moi, le plus important, la tendance haussière du dollar américain et une analyse technique hyper précise, carrée, avec des pullbacks qui se payent encore une fois. Excellente fin d'après-midi, très bon week-end, dernier webinaire donc de la semaine. Et puis on se retrouve lundi matin à 8h45 pour le Good Morning Euro Dollar. Merci.